Je vais essayer de ne pas bouger. C'est un réel défi pour moi de ne pas bouger pendant que je parle en avant. Je me sens comme pris dans un carcan, mais on va y arriver. Très content d'être là. Je suis venu ici pour vous parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis à peu près une dizaine d'années, je dirais. Là. On va essayer de démystifier un peu plein de choses, puis de vous donner une idée de cheminement aussi à travers ça. Peut-être vous donner des guidelines sur des choses à essayer, des routes à prendre. Donc, comment devenir tech lead? Je me présente, je m'appelle Carole Delan. Je travaille pour Vouban depuis quelques temps. À peu près, ça va faire 20 ans que je travaille dans le domaine au mois de mars. Donc, je commence à accumuler des cheveux blancs. Ben oui. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que tout au long de ma carrière, j'ai voulu rester dans le domaine technique. Puis, il y a des cheminements qui sont assez tracés d'avance quand on travaille en informatique. On a des fois des gens qui vont faire du développement, après ça, on va devenir des fois analystes dans certaines organisations, devenir chargé de projet, gestionnaire. C'est comme un cheminement assez tracé pour beaucoup de gens. Puis dans le domaine technique, bien, on n'a comme pas vraiment ça. On est développeur, après ça, on peut devenir peut-être tech lead. Encore là, ça change d'une organisation. Qu'est-ce qu'on a comme but à atteindre, nous, comme développeurs? Comment on peut progresser tout en restant dans le domaine technique? Pour ma part, je suis un gars qui tripe sur la programmation depuis que j'ai 10 ans à peu près, je pense. Depuis que j'ai commencé à faire du QBasic sur un 286 en jaune et noir. Puis, je me suis toujours refusé à changer de branche. Puis, je me suis dit, un jour, les gens vont me dire que je suis plus relevant puis que je suis plus dedans. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc je continue dans cette voie-là. Donc, je voulais vous partager un peu une façon de faire, mon cheminement à moi. Comme on voit sur l'image, il n'y a pas vraiment de chemin tracé. Il y a plusieurs chemins qui peuvent nous aider à traverser, à se rendre où est-ce qu'on veut aller. On ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on va arriver de l'autre côté, mais je vais essayer avec la présentation d'aujourd'hui de vous donner des pistes, des idées, puis tout en vous parlant de mon parcours à moi qui m'a amené là où je suis présentement. Donc, tout a commencé pour moi en 2004. Comme programmeur analyste à l'époque, c'était comme un rôle assez bien défini. J'ai commencé là, puis je venais de finir mes études pour une compagnie, en tout cas, peu importe. Puis, quand j'ai commencé, j'avais tellement travaillé au cégep sur mon projet de fin d'études que je m'étais dit, là, à partir de ce moment-là, il n'est pas question que je travaille 1 heure de plus que ce qui me demandait au travail sans que je sois rémunéré et puis que je ne fasse pas d'efforts supplémentaires. Parce que j'étais comme un peu tanné là, de ce que j'avais vécu l'année d'avant. Donc, je m'étais dit, OK, parfait, je suis développeur, je fais mes heures, puis that's it. Le problème, c'est que je ne me connaissais pas bien à l'époque. Assez vite, là, je me suis retrouvé à me poser un paquet de questions sur ce qui m'entourait, ce que je voyais au travail, pourquoi c'est fait comme ça. Il me semble que je vis des frustrations avec la manière que c'est fait. Est-ce que j'aurais pu faire ça autrement? Bref, questions philosophiques. Puis là, je commençais à me poser plein de questions. Donc, après à peu près 6 mois, là, je me suis dit, OK, il doit y avoir d'autres choses, il faut que j'apprenne d'autres choses. Puis bon, j'étais très curieux, donc la réflexion a déjà commencé. J'ai découvert les certifications Microsoft, j'ai commencé à étudier ça beaucoup. Mon but ultime, c'était de me dire, OK, mais comment je pourrais concevoir mon propre système moi-même from scratch si j'étais tout seul? Donc, en 2004, j'avais 19 ans. Je commençais vraiment tout jeune. En 2009, on m'a confié mon premier rôle de tech lead junior, si on peut dire. On m'a confié une équipe. Je m'occupe de tout ce qui était définition des composants, m'assurer que les qualités étaient là. On va définir ensemble toutes les... Oups, excusez. Ça va. On va définir ensemble toutes les tâches qu'on peut avoir là, dans le rôle de tech lead. Mais bon, c'est la première fois qu'on m'a donné un rôle un peu de lead dans une équipe. On appelait ça architecte organique là, à l'époque. Je viens de Québec. On avait beaucoup de rôles calqués sur ce qu'on appelle macroscope, P+, des choses comme ça. Ça venait comme ça. Une année plus tard, n'empêche que j'étais quand même assez jeune, on m'a confié le rôle d'architecte intégrateur, donc j'avais une vision plus globale sur le projet. Je coordonnais à peu près 3 ou 4 livraisons où j'avais des architectes, des tech leads qui s'occupaient des équipes.
Donc, j'étais comme un peu architecte lead. 2012, je change d'endroit, je deviens plus architecte logiciel. 2017, j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais à voir là où j'étais, puis je voulais aider les gens, parler plus des bonnes pratiques, des différents concepts, des nouvelles façons de faire. Donc, je suis devenu ce qu'on appelait à l'époque un conseiller au soutien au développement. Pour après ça, transiter vers ce qu'on a appelé à un certain moment un coach DevOps, pour le meilleur et pour le pire. Pour après ça, en 2021, prendre le rôle d'architecte cloud, consultant senior pour une compagnie. Pour arriver chez Vauban, où là, je cumule plusieurs rôles d'architecte logiciel, d'architecte cloud, spécialiste DevOps et toute autre tâche connexe qu'on est capable de faire, même si ce n'est pas écrit nulle part ce qu'on a à faire en réalité. Ce qui est un peu plus dur de ma job, c'est de savoir ce que j'ai à faire. Donc, vous voyez, j'ai comme passé toujours autour un peu du domaine de la programmation, un peu dans l'infrastructure, tout ça. J'ai passé différentes étapes dans différents contextes. Je travaillais dans le manufacturier, dans les petits PME, dans les grosses organisations, dans toutes sortes d'entreprises. Donc, je pense qu'en ayant fait le tour de tous ces différents contextes-là, puis en ayant opéré dans le même fonctionnement dans ces contextes-là, j'en suis venu à conclure que finalement, le processus dans lequel j'avais commencé, ben, il devrait être quand même assez probant dans toutes sortes de contextes, donc ça pourrait être intéressant de le partager. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah oui, puis en passant, à travers tout ça, moi, je suis quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup. Ça a l'air paresseux de même. Là. Mais sur 20 ans, j'ai travaillé en moyenne à peu près 35 heures par semaine. Donc, des fois, il y a des gens qui se disent « Ah, ben là, atteindre un poste, ça va demander beaucoup de travail ou c'est quelque chose de super exigeant. » On va le voir plus tard, là, mais moi, je suis un grand partisan de travailler mieux plutôt que de travailler beaucoup. Donc, pourquoi devenir tech lead? On peut penser au comment devenir tech lead, mais avant ça, la première chose qu'on doit se demander, c'est pourquoi je voudrais devenir tech lead. Pour ma part, j'en ai parlé, c'était les problèmes à résoudre. Je voulais savoir comment on devait faire ça, les choses dans différents contextes, comment on devrait construire les applications. J'étais comme toujours à la recherche du meilleur design, de la meilleure façon de faire. Pour d'autres, ça va être la reconnaissance, d'être capable de se démarquer de ses pairs, d'aller chercher une espèce de valorisation par rapport à ça, ce qui n'est pas mauvais aussi. Je ne me cache pas que c'est quelque chose que j'aime aussi dans le rôle. Le défi, relever des défis, sortir de sa zone de confort, des fois, ça va être ça qui va nous intéresser. Je vais aller essayer de faire quelque chose que je ne suis pas habitué. Ça fait 10 ans que je suis développeur, puis je sens que j'aurais besoin de quelque chose de nouveau. Le défi de devenir tech lead pourrait être intéressant à ce moment-là. Puis on ne se le cachera pas. Quand on parle souvent, là, on va parler de progression de carrière, puis on va avoir un cheminement. Mais en réalité, ce que les gens disent, pas en dessous de ça, c'est je voudrais avoir un meilleur salaire. Puis ça peut être une motivation, mais ça ne peut pas être la seule motivation, à mon avis, parce que vous allez trouver ça quand même beaucoup de travail, puis vous risquez d'abandonner à un moment donné dans le processus, parce que le salaire comme tel n'est pas assez, selon moi, pour être motivé à changer de rôle. Donc, je vous inviterai, après coup, à peut-être poser des questions sur qu'est-ce qui vous motiverait à devenir tech lead, puis après ça, quand vous allez avoir ça, le chemin va se tracer tout seul. Donc, je parle de tech lead depuis tantôt, mais c'est quoi un tech lead? Je voulais un peu définir c'est quoi, parce que pour certaines organisations, ça a des rôles un peu différents. Puis, à l'essence même, pour moi, le tech lead, c'est un individu qui a des fortes compétences techniques, puis qui agit comme un leader dans une équipe. Donc, c'est lui qui va être la référence, c'est lui qui va diriger l'équipe au niveau technique, pas nécessairement au niveau des budgets, au niveau de plein d'autres choses, des ressources humaines, mais au niveau technique, ça devrait être la personne qui lead le projet. C'est un rôle clé parce que dans les solutions logicielles qu'on a à livrer, on a beau avoir des chargés de projet, des analystes, ces gens-là nous aident l'équipe à avancer, mais ultimement ne livrent pas la solution. C'est plate pour eux, mais ils peuvent avoir les meilleures intentions du monde, ils ne sont pas capables d'écrire de code. C'est ce qu'on livre. Le tech lead devient le pilier de cette équipe-là parce que c'est lui qui va être capable d'aider les gens là où ils ont des problèmes, puis d'enlever les bloquants dans l'essence même du projet. On a d'autres appellations dans d'autres organisations. Des fois, on va appeler ça un architecte logiciel, des fois un architecte analyste organique, concepteur. Donc, ça tourne toujours un peu autour de ça. Puis pour ma part, un tech lead, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe de la gestion RH de son équipe ou des autres gens autour de lui, bien qu'il y en a qui vont combiner les rôles.
Mais de ce qu'on va parler aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est gestionnaire ou chef d'équipe. Donc, les tâches. Un tech lead va avoir plusieurs tâches, évidemment. La première qui me vient en tête quand je pense à un tech lead, pour moi, c'est faire l'architecture, la conception d'une solution. Donc, d'être capable de choisir les bonnes technologies. On va revenir un peu en arrière. De designer la solution, dans le fond, comment on va organiser le code, comment on va structurer ça pour que ça fonctionne bien dans l'équipe. Donc, pour moi, ça, c'est la première tâche. La deuxième, évidemment, va devoir réviser le code des plus jeunes. Ce n'est pas quelque chose qui est exclusivement de la responsabilité du tech lead, parce qu'on va avoir des développeurs qui vont se réviser du code ensemble aussi. Par contre, à mon sens, en révisant le code, c'est là que le tech lead est capable de voir, OK, bien là, on est en train d'aller dans la bonne direction, ou là, on a clairement de la dette technique qui est en train de s'accumuler, puis là, on est en train de créer un problème. Donc, si le tech lead est loin du code, c'est déjà quelque chose qui devrait sonner une cloche pour dire, bien, on n'a peut-être pas le bon niveau de participation. Le tech lead va être amené à coacher parce que vous allez voir, vous allez être dans des équipes, c'est pas toujours égal. Il y a des développeurs qui sont très forts, il y en a qui sont comme moins forts, ils commencent, ils sortent d'école, ils savent des choses qu'ils ne savent pas. Ils arrivent d'une organisation, ils connaissent un framework JavaScript, vous n'utilisez pas le même. Il faut travailler avec toutes sortes de gens qui connaissent toutes sortes d'affaires. Puis, on peut se dire, ben là, on va engager des gens qui connaissent, puis ça va bien aller, mais dans la réalité qu'on a aujourd'hui, ça n'arrivera pas, là. Donc, si vous n'êtes pas capable de coacher les gens à côté de vous, vous allez vivre avec des frustrations peut-être d'avoir des gens à côté de vous qui ne vont peut-être pas à la vitesse que vous voulez. Puis, c'est plate, mais ça fait partie de votre job. Si vous ne le réglez pas, ça ne se réglera pas tout seul, là. Ça ne sera pas magique, on doit souvent orienter les projets, orienter les solutions, orienter les gens. Donc, on a ce rôle-là de servir de phare un peu dans les projets informatiques. Puis, ultimement, quand les équipes, moi, je suis un fervent défenseur de l'équipe soumet des idées, puis on trouve ensemble des solutions. Par contre, il y a des fois, on ne s'entend pas. Puis, ça prend quelqu'un qui décide. Puis, normalement, ça devrait être la responsabilité du tech lead. Fait qu'on se laisse un temps pour brainstormer, décider, lancer les idées. Puis, à un moment donné, il faut prendre une décision. Pour moi, le tech lead va coder aussi. Probablement moins que les développeurs, parce qu'il va aider les développeurs à coder, mais ça ne devrait pas être quelque chose qui est abstrait pour lui coder, là. On ne devrait pas dire « Ouais, moi j'ai codé du Fortran dans le temps, puis maintenant on fait du React. » Vous allez peut-être avoir un petit haut le cœur en regardant le code et à la vitesse à quel point qu'on est rendu à cette heure. D'être capable de tester, d'être capable de débugger, de mettre en place le CI/CD pour son équipe. Donc, automatiser le build, l'exécution des tests, le déploiement. Donc, souvent, dans les équipes aussi où on n'a peut-être pas autant d'automatisation, le tech lead va s'occuper justement de déployer l'application dans l'environnement d'exécution. C'est un rôle un peu clé. Oups, on a perdu l'image. Voilà, je peux continuer de parler pareil. C'est aussi la personne généralement qui va s'occuper de la gestion des versions. Si on a plusieurs versions à déployer chez les clients ou on a une seule version en production, on va s'assurer qu'on gère le changement de version. On a des stratégies à mettre en place pour déterminer, on utilise du SEMVer, on gère ça comment les versions. Ça prend quelqu'un qui le fait. Normalement, c'est de la responsabilité du tech lead. Est-ce qu'on a reçu l'image revenue? OK. Gestion des branches. Moi, je fais rien, sérieux. On revient en repart. Au pire, on l'arrêtera, puis je vous parlerai comme si on était dans un salon. Gestion des branches. Il y en a qui vont parler qui connaissent une façon de faire des branches. Ils vont utiliser Gitflow. Il y en a qui vont dire « Trunk-based development, c'est la seule façon de faire. » La job du tech lead, c'est pas d'imposer une façon de faire, c'est d'associer la bonne stratégie de gestion de branche au bon contexte d'exécution de projet. Donc, si vous avez une application web et vos développeurs, ils ne sont pas habitués avec des affaires bien fancy ou ils n'ont pas les pratiques en place pour être capable de faire du Trunk-based development, peut-être que d'utiliser du Gitflow pendant un temps, c'est la meilleure chose à faire au début. Puis de viser à aller vers le Trunk-based après parce que là, vos pratiques vont avoir évolué. Donc, la stratégie derrière devrait être amenée par le tech lead. La veille technologique. C'est rare que vous allez avoir un projet, si vous voulez, de tech lead qui va vous arriver et vous dire « Bon, on commencera un projet dans 3 mois et demi, puis on a du temps. Tu pourrais regarder 3-4 technologies, faire une étude comparative, puis voir laquelle fitterait le mieux. » On aimerait tous avoir ce temps-là, ce serait vraiment le fun, mais ça arrive vraiment pas souvent.
Sinon, ça va être dans les organisations où vous allez avoir faire plein de rapports écrits, puis vous n'allez pas aimer ça plus. Fait que la veille technologique, elle se fait comme un peu ongoing tout le temps. Vous venez à des conférences comme celle-ci, vous essayez de trouver des idées, vous lisez les blog posts. La job de Tech Lead, c'est pas nécessairement juste de voir ce qui est sorti, mais c'est surtout de savoir ce qui peut être applicable dans quel contexte. Donc, s'il y a une nouvelle, Kafka est sorti, tout le monde utilise Kafka, je vais prendre Kafka. Ouais, mais pourquoi ils utilisent Kafka? Pourquoi ils ont décidé d'utiliser ça dans le contexte où ils étaient? Ah, mais Netflix fait ça. Ouais, mais vous n'êtes pas Netflix. Vous n'avez pas 700 applications web en parallèle, ou 1500 maintenant, je ne sais pas. Sûrement pas, en tout cas. Donc, la job de veille technologique, ce n'est pas juste de savoir ce qui se passe, c'est de voir émerger les tendances, de les démystifier, puis de choisir quand il y en a une qui va s'appliquer à votre contexte, puis d'essayer de l'expérimenter pour pouvoir l'appliquer quand ça va être le temps. Le rôle de Tech Lead, ça vient avec des responsabilités aussi. Donc, comme je disais tantôt, la conception technique, technologique en réponse aux besoins d'affaires. Donc, ce n'est pas de prendre seulement les technologies et de les assembler. Je rencontre des gens des fois qui disent « Ah, nous, on fait tout en CQRS avec une BD event sourcing, puis c'est toujours pareil. On fait des microservices. Ouais, » Tout le monde fait un microservice, c'est comme la façon de partir aujourd'hui. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire aujourd'hui? Est-ce que ça répond aux besoins d'affaires que j'ai à résoudre? Peut-être pas. Je vais avoir combien d'équipes qui vont travailler sur mes microservices? J'en ai une. OK, mais pourquoi on ferait 4 microservices? C'est plus facile à déployer une application. Si vous avez, il y a comme des smells aussi là-dessus. Là. Si vous avez un système de gestion de changement, puis quelqu'un vient vous voir et dit « Hey, ça serait le fun de pouvoir approuver 10 changements en même temps », ça pue. Ou sinon, il y a plein de trucs comme ça que vous allez vous dire « Ben là, je fais un changement, il faut que je touche à 4 services, il faut que je les livre toujours en même temps. » Vous n'avez pas pris le bon choix. Donc, concevoir des solutions techniques en fonction du réel besoin, c'est vraiment ça le défi. Pas les choix technologiques, je t'ai parlé tantôt. Ce qui est un peu, dans certaines organisations, l'imputabilité du choix va revenir au tech lead. Donc, ça va, si jamais on a des problèmes, mais là, on va venir cogner à la porte. Vous allez, pourquoi vous avez pris ça déjà? Ah ouais, mais parce que c'était ça qui était à la mode à l'époque. Sur GitHub, il y avait genre 50 stars. Ça se peut que vous ayez des questions de plus après, là. Plan technique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure de plan technique qui existe. Là, puis je ne parle pas d'un devis là, comme on aurait en ingénierie. Ça marche. Ce que je veux dire par plan technique, c'est qu'on doit avoir un plan de projet au point de vue technique. Donc, si on planifie d'avoir une application qui est déployée dans 6 mois à un taux d'utilisation, je ne sais pas moi, de 50 utilisateurs, puis que dans 2 ans, il va y avoir 8 millions d'utilisateurs peut-être, ça se peut que votre plan technique ne soit pas de prévoir le 8 millions tout de suite, mais de prévoir comment je peux le faire en 2 phases. Comment je peux prévoir le juste assez pour le prochain 6 mois, pour avoir puis en mettant les digues ou les couches d'abstraction nécessaires pour faciliter le changement qui va peut-être arriver ou sûrement arriver plus tard, sans tomber dans l'over-engineering. La balance que vous avez à faire comme tech lead, c'est là qu'est le défi. Puis c'est de prendre nos décisions à ce qu'on appelle le dernier moment responsable. Donc, si je sais que la situation que j'entrevois n'arrivera pas avant 3 ans, je ne mettrai pas d'effort là-dessus, ça ne donne rien. Ça se peut que ça n'arrive jamais. Mais si je suis certain, bien là, je vais peut-être me laisser encore un peu de doute, mais je vais prévoir le coup plus vite. Fait que tout est une question de compromis puis de prévoir un peu ce qui s'en vient. La responsabilité des pratiques de développement, normalement, c'est sous la gouverne du tech lead. Donc, est-ce qu'on travaille justement en trunk-based development? Est-ce qu'on fait des tests automatisés? Est-ce qu'on fait des tests d'intégration, des tests end-to-end? Qu'est-ce qu'on met dans notre solution pour que ça fonctionne bien? L'efficacité de l'équipe de développement, selon moi, revient en partie à ce que le tech lead va mettre en place en termes de pratique, en termes de CI/CD, en termes d'outils qu'on va fournir aux développeurs. Donc, le tech lead doit s'occuper de ça et avoir ça en tête pour dire, ben là, j'ai comme plein de tâches qui arrivent à mon équipe, puis je n'ai pas ce qu'il faut pour y répondre. Je devrais lever le flag puis aller chercher de l'aide ou aller chercher des ressources pour y arriver. La qualité du code. Tout le monde devrait avoir le ownership du code, comme on dit. On devrait tous être intéressés à ça. Mais il reste que le tech lead, normalement, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui devrait mener le projet à terme. Donc, en théorie, il devrait s'occuper
en plus grande partie de la qualité du code. Ça ne veut pas dire de corriger les problèmes, de corriger les indentations dans tout le code, mais c'est de s'assurer que les outils et les processus sont en place pour que les développeurs suivent le cadre qui est défini. S'ajoute à ça encore toutes les qualités non fonctionnelles, ce qu'on appelle en anglais les abilities, tout ce qui finit en ability, reliability, resiliency, ces affaires-là. Ben, tout ce que votre application doit répondre comme exigence qui ne sont pas une fonctionnalité de l'application. Donc, est-ce qu'il faut que ça soit performant? Oui. Est-ce que vous allez avoir 8 millions d'utilisateurs? Peut-être pas. Est-ce que vous devez avoir, je ne sais pas moi, avoir un read replica sur votre BD tout de suite? Peut-être pas. Peut-être que ça va marcher avec juste une BD pour l'instant. Donc, toutes ces qualités non fonctionnelles-là de performance, de robustesse et tout ça, ben, vous devez y penser, puis vous devez les mettre en place au bon moment dans le projet. Ça se peut qu'en commençant, on n'en a peut-être pas besoin, puis qu'à un moment donné, quand on se rend compte que là, notre réseau, dans le déploiement qu'on fait, il n'est pas très fiable entre les différents composants, ben, on veut rajouter des retries pour les appels d'API, des choses comme ça. Fait que tout est une question de timing. Donc, ça, c'est les tâches qu'on a à faire, puis on a différentes habiletés que j'appelle techniques ou non, qu'un tech lead doit être en mesure de, je dirais, d'acquérir, puis de peaufiner avec le temps, parce que c'est jamais vraiment terminé. Pour moi, un tech lead est à la base un développeur et un bon développeur. Donc, les habiletés doivent rester. On ne peut pas devenir tech lead et penser que dans 5 ans, ben, c'est pas grave si je ne fais plus de code, je donnerai mon avis pareil. On va vous demander de faire les estimés. Je n'ai pas mis les tâches là. On va vous demander souvent de faire les estimés de hey, ça, mettons qu'on ferait ça, c'est bien gros ou c'est tout petit. Ben, si vous perdez de vue un peu, c'est quoi la tâche de développeur, vous allez avoir de la misère à répondre à cette question-là. Donc, programmation, assurance qualité, optimisation. Souvent, ça va être vous qu'on va venir voir quand on dit mon code il est lent, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais tu as genre 28 re-render en React. Dans le browser, ça se peut que ce soit à cause de ça. Mais là, OK, mais on va essayer de le régler. Débogage, souvent, j'ai un bug, j'y arrive pas. Ça fait 2 heures que je suis dessus, je vais lever la main, je vais demander à quelqu'un. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le règle. Puis la collaboration. Chacun des développeurs que vous êtes devrait normalement avoir ce skills-là pour arriver. On ne fait plus de projets tout seul maintenant. C'est rendu des projets complexes. Les affaires simples, les AI vont le faire. Là. Donc, on doit collaborer ensemble. C'est là que vient la force de nos équipes, c'est d'arriver à trouver des idées, à s'aider, puis à accumuler en gang assez de connaissances pour arriver à livrer les solutions qu'on a livrées. En plus de ça, on doit, comme tech lead, connaître les différents environnements d'exécution. Donc, votre code s'exécute peut-être dans un navigateur, vous avez peut-être une architecture client-serveur, il y a des bases de données là-dedans, ça fonctionne comment, il y a un réseau entre les trucs. Pourquoi que je ne devrais pas faire 28 000 connexions à ma base de données? Mais c'est parce qu'il y a le réseau, puis c'est lent. Ouvrir la connexion, ça prend du temps. Il faut comprendre la couche qui est en dessous de l'application pour prendre les bonnes décisions après. On va déployer ça sur une VM, en container, dans Kubernetes. Ouais, Kubernetes. Non. Ça se peut que Kubernetes, ça ne soit pas la bonne idée. Compliqué, il faut mettre à jour les trucs, des problèmes de sécurité. Gérer des VM, personne ne veut faire ça. Dans le cloud, ben oui, cloud par défaut. Ben, des fois, vous vous déployez dans un environnement où il ne peut pas avoir de cloud. Si vous développez une application qui roule sur un bateau de croisière, vous n'avez pas de réseau, il n'y a pas de cloud. Donc, il faut comprendre les différents. Puis là, je ne dis pas qu'il faut tout les apprendre avant, mais au fur et à mesure que vous allez déployer les choses, vous allez vivre ou avoir de l'expérience dans différents contextes. Puis il faut aller creuser ces aspects-là pour comprendre comment ça fonctionne. Selon ma définition à moi, un tech lead doit être familier avec la gestion de projet. Pourquoi? Parce qu'on doit être en mesure de relever les enjeux à ceux qui gèrent le projet au point de vue gestion, quand c'est le temps, les voir venir, puis aussi avoir cette préoccupation-là pour notre équipe, qui, elle, souvent, a les 2 mains dans le code, puis focus là-dessus principalement. Donc, la gestion de projet pour un tech lead, c'est d'arriver à voir comment on peut partager les tâches dans son équipe. Je ne dis pas qu'on doit assigner les tâches. Je ne recommanderais pas de faire ça, là, ça fait un peu années 80. Mais on doit être capable de savoir comment ça va bien se diviser. J'ai des gens qui connaissent le front-end, j'ai des gens qui connaissent le back-end. Là, j'ai plein de stories qui s'en viennent dans le prochain sprint, ils sont juste front-end. Mes gars back-end ne seront pas capables. Comment que je fais ça? Ben, je peux peut-être en prendre une coupe de back-end, lever le point au PO pour agencer ça. Toutes des réflexions qu'on doit faire avant pour essayer de balancer ça.
Puis, il y a une notion de responsabilisation là-dedans aussi. Si vous en faites votre projet, comme si c'était votre compagnie qui le livrait, ou vous en tant que compagnie incorporée, qui serait juste vous, là, en termes d'entrepreneur, le mindset que ça va vous amener va vous permettre de vraiment changer la perspective que vous avez de votre projet. Il va vraiment faire de vous un joueur clé dans la réalisation. On m'a souvent demandé, quand j'étais tech lead, architecte ou autre, moi, mais ça, là, Carole, tu fais ça, là, mais c'est pas le job de l'autre là-bas. Oui. Mais laissez-moi vous parler de Sidney Crosby en 2014. Sidney Crosby en 2014 était capitaine de l'équipe nationale au hockey à Sochi. Puis, si vous allez voir les stats, c'est pas lui qui a été le plus grand marqueur, c'est pas lui qui a fait le plus de points. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, quand je le regardais jouer, c'est qu'il était épuisé. Il était épuisé, il était en zone 1, il contrôlait le jeu, puis il était partout sur la glace, là où on avait besoin de lui. Les gens qui marquaient des buts, il y en avait à pas jeter dans son équipe. Il n'y avait pas besoin d'aller faire ça. Par contre, des gens au centre qui allaient créer le jeu, créer les ouvertures, donner de la place à ces gars-là qui allaient peut-être essayer de compter les buts, aller aider les défenseurs que là, ils ont peut-être eu un peu de pression une fois dans la partie parce qu'ils jouaient contre la Lettonie. C'était là son rôle. Lui s'est dit, moi, je vais être le joueur qui va faire en sorte qu'on va gagner. Puis, si vous avez cette attitude-là, ça va vous amener vraiment plus loin dans votre développement. Puis les gens vont apprécier encore plus votre présence dans l'équipe parce qu'ils vont savoir que vous êtes impliqué. Puis c'est là que ça va changer du tout au tout la manière que vous allez être perçu par les autres. Donc, oui, les chargés de projet, des fois, sont là puis ils devraient faire des choses. Mais si les enjeux ne sont pas réglés, on saute sur la glace puis on les règle. Une autre habileté importante, c'est d'être capable de communiquer. Communiquer avec ses développeurs, communiquer avec les gestionnaires, comme je disais tantôt. Ce n'est pas le même niveau de langage. Il faut des fois communiquer avec le client. Il faut ajuster son langage. Il faut être capable de vulgariser les aspects techniques. Ça ne donne rien d'aller expliquer la stack trace que vous avez eu dans votre bug au client pour vous dire qu'il y avait un problème. Juste d'y dire qu'il y a une anomalie puis qu'on va la régler, des fois, c'est suffisant. Il faut ajuster son niveau de langage. Une façon de communiquer, c'est de faire la documentation. Je sais que ce n'est pas la partie la plus fun du rôle de tech lead, mais en général, on en fait quand même. Si vous êtes un peu moins chanceux, vous allez en faire beaucoup. Si vous êtes chanceux, vous allez en faire le minimum. Je dis ça parce que moi, je n'aime pas tant ça écrire. Là. Il y en a qui aiment beaucoup ça, mais à plein de niveaux, vous allez avoir écrit dans les user stories, vous allez avoir peut-être à faire un wiki, faire un peu de documentation, tenir un registre des décisions d'architecture. C'est quelque chose qui est quand même assez important. Souvent, dans les produits, on va se rendre compte 3 ans après que là, on voudrait changer quelque chose, puis on ne se souvient pas pourquoi on avait pris la décision. On voudrait changer, mais on dit, ben, OK, mais pourquoi on a pris ce techno-là dans le temps? Ouais, tu sais, 2-3 lignes sur on a pris ça, telle raison, telle date. Des fois, c'est très aidant. Être capable de schématiser, ça aide beaucoup à communiquer avec les autres, à expliquer votre solution, à voir aussi des fois des dépendances que vous n'avez peut-être pas vues, à voir des problématiques à l'avance. Personnellement, je n'ai pas UML pour certaines affaires, diagrammes de séquence, diagrammes de collaboration, choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Je dirais, apprendre 2-3 schémas clés, ça fait le travail. Ce qui est important, c'est de laisser des traces et des explications sur ce qui a été fait. Pour que 2 ans après, quand on va vous appeler, vous dire hey, c'est toi qui connais ça, ce système-là, viens donc m'aider. Que ne se fasse pas on est supposé avoir au moins une carte, on ouvre ça, on dit OK, ouais, ça marche à peu près comme ça, parfait, je suis capable de travailler dessus. Selon moi, l'habileté qui va faire la distinction entre un tech lead et un excellent tech lead, c'est sa capacité à anticiper. Je fais l'analogie un peu avec le jeu d'échecs. Aux échecs, si vous faites vos mouvements sans considérer ce qui pourrait arriver dans le jeu de l'autre à ce moment-là, c'est de deviner vers où il s'en va, vous allez probablement échouer ou jouer trop conservateur. Donc, l'anticipation, c'est quand vous allez bouger une pièce, c'est de savoir, OK, mais si je bouge celle-là, probablement que lui, il y a 2 ou 3 autres coups qu'il va pouvoir faire. Puis à ce moment-là, ça me met-tu dans le pétrin ou pas? Donc, j'y pense. Puis à l'inverse, si je prends une autre pièce puis je la change, est-ce que ça met en péril quelque chose d'autre dans mon jeu? Donc, ce n'est pas juste d'analyser l'élément qu'on a devant les yeux à ce moment-là, mais c'est de penser à ce qui pourrait arriver si on ne le fait pas, puis ce qui pourrait arriver de bien, puis ce qui pourrait arriver de mal dans le cas où on le fait. Donc, c'est de peser le pour et le contre dans toutes les différentes situations. Vous allez dans des meetings, il y a des gens qui vont vous imposer
Je ne sais pas, moi, on va vous enlever les droits d'administrateur sur votre poste. Ouais, OK. Mais là, qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire pour me convaincre? Ben, il va probablement me dire ça, parfait. Moi, comment que je vais pouvoir y expliquer mon argument? On se prépare d'avance. Anticiper la discussion, anticiper ce que la personne vit de son côté, un peu d'empathie, dire qu'on se met à sa place, on comprend pourquoi elle veut nous amener ça. Puis après ça, on essaie de voir comment on peut amener notre point. On peut anticiper les tâches à l'avance, donc voir venir un peu dans les user stories qui s'en viennent dans les prochains sprints, qu'est-ce qu'on a à faire. Voir venir les problèmes, très pratique. Si on les régler d'avance, c'est vraiment mieux. Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que je visualise la finalité. Je travaille sur une application qui est un portail web qui va vendre, je ne sais pas moi, des tucs. Ben, j'essaie d'imaginer la personne qui va acheter une tuque puis voir comment elle va vivre ça, elle acheter une tuque sur mon site. Là, OK, elle va se rendre là, elle va cliquer là, OK, parfait. Puis, ouais, mais là, on va l'avoir déployé à quel endroit? Ça va-tu marcher? As-tu accès? Oui, c'est bon, les accès, c'est bon. C'est de penser à tout ça à l'avance pour essayer de prévoir ce qu'on a à faire comme activité dans le projet. Prévoir les questions. Comme je disais dans les meetings, vous allez rencontrer toutes sortes de gens qui vont vouloir faire des choses, puis tout ça, il faut prévoir, anticiper ce qui s'en vient pour être préparé. Il ne faut pas arriver. Les meetings ne sont pas productifs quand vous arrivez et vous dites « Ah, OK, j'ai entendu ta question, je te reviens au prochain meeting. » On essaie d'éviter ça. Puis en passant, si vous avez un meeting qui vous est convoqué avec rien dans le sujet, ben, vous pouvez aussi le refuser. Donc, prévoir les questions puis les réactions positives et négatives aussi à ce qui pourrait vous être, ce à quoi vous allez être confronté. Si vous arrivez à faire ça, je vous garantis que ça va être vraiment plus facile puis vous allez pouvoir avancer vraiment plus vite dans votre projet. J'ai développé comme une recette en 4 étapes pour arriver à devenir tech lead. C'est pas vraiment une vraie bonne recette, là, mais c'est un peu le processus dans lequel je suis passé avec les années, puis je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup de gens. Première étape, selon moi, c'est de partir d'où vous êtes, puis d'affûter votre hache. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est 2 gars qui sont bûcherons, qui bûchent du bois dans un bois, puis il y en a, les deux, ils bûchent 8 heures de temps. Il y en a un qui sort le double du bois de l'autre en bûche toute coupée. Puis l'autre, il le regarde et il dit « Je comprends pas. Je fais la même job que lui. » Puis lui, en plus, à toutes les heures, il prend 10 minutes, il s'assoit, puis il fume sa pipe, puis il prend 10 minutes de break. Puis moi, j'arrête pas. Fait que l'autre, il stand puis il dit « Comment tu fais? Tu fais 2 fois plus que moi? Tu arrêtes 10 minutes à chaque heure, puis tu fumes ta pipe. » Il dit « Ouais, mais pendant que je fume ma pipe, j'affûte ma hache. » Donc, vous devez prendre une pause pour vous exercer, apprendre davantage, creuser les aspects qui sont peut-être méconnus. Si vous dites, OK, il y a des réactions un peu bizarroïdes du framework que j'utilise, puis je ne comprends pas pourquoi, peut-être qu'il faut creuser ça puis le maîtriser. Vous savez vos lacunes, vous savez où est-ce qu'il y a des zones grises, bien, plutôt que de dire, ben moi, je ne suis pas bon là-dedans, ben, prenez le taureau par les cornes et allez creuser cet aspect-là. Ça, c'est quelque chose que n'importe quel développeur peut faire aujourd'hui, qui n'a pas de contraintes. Vous avez des ressources aujourd'hui illimitées sur Internet, des blog posts, whatever. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Puis, ce que je faisais souvent, puis ce que je fais encore, c'est quand j'arrive à un endroit, dans une organisation, un employeur ou autre, ça va avoir l'air très compétitif, mais je regarde la personne que je juge qui est la plus qualifiée, celle que je dis, hey, lui, il est fort. Lui, il est vraiment fort. Puis je le regarde et je dis, OK, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas? Comment je peux faire aussi bien que lui? Je ne veux pas l'écraser. Je ne veux pas nécessairement devenir meilleur que lui, mais je vais être capable au moins de rivaliser, puis il n'y aurait pas de raison qu'il pose la question à lui plutôt qu'à moi. Je vais essayer d'aller matcher le niveau. Puis là, après ça, je dis, OK, lui, il connaît full .NET, il connaît full React, moi, je ne connais pas ça. On va aller. Là, vous avez un objectif. Focusez là-dessus, vous apprenez. Donc, première étape, affûtez votre tâche. La deuxième que j'ai fait, moi, c'était d'étudier le design de la solution sur laquelle je travaillais à ce moment-là. Je travaillais sur plusieurs solutions, puis je me suis posé la question, OK, on a une base de données, on a plein de tables, on a des procédures stockées, on est comme en N tiers, on communique comme ça, il y a des appels réseau, parfait. Pourquoi on a fait ça? Moi, je suis tanné, là, tout le temps, j'avais modifié la BD, il me semble que ça me dit, ouais, mais là, tu sais, procédures stockées, plus performant, à l'époque, c'était vrai. OK, parfait, il y a une bonne raison, je ne peux pas jouer là-dessus, ou je trouverais-tu une autre solution pour arriver à la même solution. Je pourrais trouver une autre idée. Donc là, on réfléchit. C'est juste la réflexion, là, ça ne vous coûte rien. Vous n'avez pas besoin de demander rien à votre boss. Puis, ça se fait super bien dans le char quand on a travaillé ou dans le métro, whatever.
c'est vraiment facile. Donc, première étape, étudier la solution, puis essayer de voir où sont les problèmes, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement. Puis l'étape d'après, ben, c'est de prendre un autre problème, une autre application à développer, et plusieurs peut-être, puis de concevoir comment vous voudriez la faire. Puis je ne dis pas par là de commencer à coder puis à tout la faire, mais de juste penser à comment vous l'auriez fait. OK, moi, si j'étais Netflix puis que je streamais du vidéo, ouais, c'est quand même compliqué, ça marche comment, là, streamer du vidéo en HTTP? Il faudrait que j'aille voir ça. OK, ouais, non, non. Juste de réfléchir et d'essayer de creuser un peu différents aspects, ça va vous amener comme de l'expérience gratuite. Puis vous n'avez même pas besoin de demander à votre boss de changer de projet ou rien, c'est juste d'aller étudier, de concevoir des solutions qui existent ou fictives. Vous avez peut-être un projet personnel, bien, donnez-moi un challenge de ne pas juste le faire marcher, mais peut-être de structurer comme dans un contexte d'entreprise, comment je l'aurais fait. En passant, j'ai fait ça souvent. Mes projets ont tous échoué parce que je prenais des technos que je ne connaissais pas. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais j'ai appris plein de choses. Fait que si votre but, c'est de faire marcher votre projet, faites attention. La quatrième étape, une fois qu'on est capable de penser à des solutions qui sont, soit la nôtre, celle où on travaille, d'avoir des améliorations proposées, ou encore qu'on a réfléchi à plein d'autres choses, l'étape d'après, c'est d'agir comme si vous étiez le tech lead. Puis je ne veux pas dire par là de prendre sa place si vous en avez déjà un, mais c'est d'agir avec le même niveau de responsabilité, puis le même niveau d'implication dans le projet. Pour ça, ça va vous demander justement de réfléchir plus quand il arrive des problématiques, de dire « OK, mais moi, j'aurais-tu résolu cette affaire-là? Ah, je prends 5 minutes, puis OK, non, je n'ai pas trouvé. Pas grave. » Une fois d'après, peut-être qu'il y a une idée qui va venir. Puis, arriver à votre proposition. Hey, boss, j'ai pensé à ça, on a tout le temps ce problème-là. Il me semble qu'on aurait comme un quick win à faire, on pourrait comme faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis ça ne coûterait pas plus cher, c'est juste la fois d'après, on pourrait l'implémenter de cette façon-là. Ah, bonne idée, go, vas-y. D'arriver à votre proposition, pour un développeur, là, de juste passer de « j'ai un bug » à « j'ai un bug », j'ai pensé à 2 pistes de solution, je ne sais pas laquelle est la meilleure, c'est déjà un gros step. Parce que là, ça montre que vous avez réfléchi, puis que vous avez au moins des pistes de solution. Puis si ça se peut que votre technique dise « ouais, les 2 solutions, c'est pas bon », mais au moins, il va apprécier la réflexion et l'effort. Donc, en agissant comme un tech lead à l'avance, ça va être plus facile de justifier après quand vous allez dire « ben là, ça fait comme 2 ans que je trouve que je performe bien. J'aimerais ça peut-être avoir mon équipe aussi. » Puis, vous allez gagner la confiance des autres de cette façon-là. C'est une question de confiance à quelque part. Si une organisation vous confie une équipe ou un projet, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. Vous ne pourrez pas faire ça en ayant plein de bugs dans votre code, en ne connaissant pas la moitié de la structure de l'application, pour vous démontrer par l'exemple que vous êtes capable de faire ça. Il y en a plusieurs qui vont dire « ouais, mais là, tu sais, j'agis comme un tech lead, puis on ne me donne pas le poste. » Ouais, mais continuez d'agir comme tel, puis à un moment donné, il va arriver une situation où il va tomber malade, il y a un autre projet qui va partir, puis là, on va avoir besoin de quelqu'un, puis le choix naturel, ça va être vous. Puis si ça n'arrive pas, changez de place. Donc, agir comme un tech lead, ça va être de concevoir, de résoudre des problèmes, développer de l'expérience sur les habiletés que vous n'avez pas nécessairement toutes aujourd'hui. Donc, si vous savez que pour vous, mettons, le débogage, c'est un peu plus difficile ou les API web, c'est un peu mystérieux, toute la partie réseau, bien, justement, allez creuser ça, essayez d'approfondir vos connaissances là-dedans pendant que vous travaillez. Puis c'est aussi d'agir avec un niveau de responsabilisation où vous allez vous poser des questions sur ce que vous avez fait. Il n'y a pas une fois où je mets en place quelque chose dans un projet et que je ne me dis pas après, c'est-tu la bonne décision? Est-ce que j'ai choisi la bonne technologie? Je vais faire une autre présentation demain sur Vertical Slice. Ça va être comme une pub, une petite pub gratis. Je me pose tout le temps la question, même si je l'ai fait déjà 2-3 fois, c'était-tu la meilleure chose à faire? J'aurais-tu pu prendre un autre pattern la prochaine fois, à cette fois-là, dans ce projet-là? Ça aurait-tu été mieux? Des fois, j'arrive à la même conclusion, mais de juste de revisiter le problème puis de se questionner à savoir est-ce que c'était la bonne chose à faire, c'est très, très simple. Donc, une fois que vous allez avoir tout ça, la confiance va venir d'elle-même, puis la confiance des autres va venir ensuite. Donc, aujourd'hui, on a vu un chemin, pas très balisé, chemin que j'ai pris pendant 20 ans. C'est un peu comme ça que j'ai procédé. Il existe plusieurs chemins. Il existe plusieurs façons de jouer ce rôle-là dans différentes organisations.
Puis, il n'y a pas vraiment un chemin unique. Donc, vous pouvez vous faire votre propre chemin selon vos intérêts, selon vos aspirations. Puis, on est chanceux, on est dans un domaine où on n'a pas de barrière, on n'a pas d'ordre professionnel qui nous dit, ben si tu veux être tel rôle, il faut que tu aies tel papier, tel diplôme. Sky's the limit. Puis, l'humain est très fort pour s'imposer ses propres limites. Donc, je vous dirais, faites comme s'il n'y avait pas de limite. Fixez-vous un objectif. Vous pouvez utiliser le process que je vous ai montré aujourd'hui, puis d'après moi, si vous êtes motivé, ça va se faire tout seul. Donc, identifiez ce qui vous motive, puis devenez tech lead. Merci.